Sur la scène du théâtre des Carmes, dernière répétition des Trois Mousquetaires. L'adieu entre la reine Anne d'Autriche et Lord Buckingham. En fait, l'affrontement entre Peter, chef de la police de la mafia, et Nada, maîtresse d'André. Eh bien, dit Anne d'Autriche Nada. moi aussi, Duc. Moi, j'ai des pressentiments. Moi aussi, j'ai des rêves. J'ai songé que je vous voyais couché sanglant, frappé d'une blessure. Au côté gauche, n'est-ce pas? Avec un couteau? Interrompt Buckingham Peter. Oui, c'est cela, milord. C'est cela. Au côté gauche, avec un couteau. Qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve? Je ne l'ai confié qu'à Dieu. Et encore, dans mes prières. Je n'en veux pas davantage. Et vous m'aimez, madame. C'est bien. Je vous aime, moi. Oui, vous. Dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi, si vous ne m'aimiez pas? Aurions-nous les mêmes pressentiments, si nos deux existences ne se touchaient pas par le cœur? Vous m'aimez, ô reine, et vous me pleurerez. Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est plus que je n'en puis supporter. Tenez, Duc, au nom du ciel, retirez-vous. Je ne sais si je vous aime ou si je ne vous aime, mais ce que je sais, c'est que je ne serai point parjure. Je suis femme du roi et j'ai promis d'être fidèle. Prenez donc pitié de moi et partez. Oh. Si vous êtes frappé en France, si vous mourrez en France, si vous pouvez supposer que votre amour pour moi fut cause de votre mort, je ne m'en consolerai jamais. J'en deviendrai folle. Partez donc. Partez. Je vous en supplie. Oh, que vous êtes belle ainsi. Oh, que je vous aime. Partez. Partez. Je vous en supplie. Et revenez. Plus tard. Revenez comme ambassadeur. Revenez comme ministre, entouré de gardes qui veilleront sur vous, de serviteurs qui vous protégeront.
Et alors? Je ne craindrai plus pour vos jours. Et j'aurai du bonheur à vous revoir. Oh, est-ce bien vrai ce que vous me dites? Oui. Eh bien, un gage de votre indulgence. Un objet qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve. Quelque chose que vous ayez porté et que je puisse porter à mon tour. Une bague, un collier, une chaîne. Et vous partirez? Oui. À l'instant même? Oui. Vous quitterez la France, vous rentrerez en Angleterre. Oui, je vous le jure. Attendez alors. Attendez. Et Anne d'Autriche se retourne, ouvre un tiroir secret dans le bras du fauteuil et lui tend un petit coffret en bois de rose, tout incrusté d'or. Tenez, Milord-Duc, gardez cela en mémoire de moi. Vous m'aviez promis de partir. Et je tiens ma parole. Votre main, madame, et je pars. Nada tend sa main en fermant les yeux et en s'appuyant de l'autre sur Estefania, car elle sent que les forces la quittent. Buckingham Peter appuie avec passion ses lèvres sur cette belle main. Peter salive sur la main de Nada. Arrête. Arrête, Peter! Ce n'est plus du théâtre, ça! Mais enfin, Peter! C'est vraiment plus du théâtre! Sur la scène, Al s'approche de Nada. C'est très bien, c'est très bien. Après, dans une demi-heure, on finit le filage avec la scène entre toi et André le chancelier. Les comédiens sortent des coulisses et les entourent. Écoutez, ce soir, à 19h, au théâtre, pour la première, s'il vous plaît, ne faites rien avant. Et maintenant, il faut rentrer. Repas complet, pas trop lourd. Pendant qu'elle parle, son visage, content auparavant, change, se durcit, ses yeux se refroidissent. Elle regarde André, qui fixe Nicolas. Dans le noir, le vieux Mistral appuie sa main sur ses lèvres et efface les traces de salive avec effroi. Son visage est couvert de sueur quand il murmure. Le virus des mains gantées se transmet mieux par la salive. Il ne faut pas qu'il salive trop, Buckingham. Il n'y aura pas de première si les acteurs ne peuvent plus se toucher. Et le vieux Mistral frotte et efface sa salive du dos de sa main. Tout se décolle un gros morceau de peau. En fait, c'est de la colle. Nicolas va vers l'éclairagiste. Cet après-midi, à 15h, on vérifiera les éclairages. Encore une fois. Tout est prêt. Nicolas le regarde dans l'espoir qu'il va se taire devant les autres. L'éclairagiste comprend. D'accord. Al tourne son regard vers l'homme au crâne lisse.
laisse André et Hal discuter, comme deux bateaux qui se sont rentrés l'un dans l'autre et ne peuvent plus se séparer. Cet été, comme d'habitude, André joue dans la pièce de théâtre que Hal met en scène. C'est un bon prétexte pour être à Avignon, où est basée l'organisation secrète des électroniciens biologistes. Le vieux Mistral reste le seul témoin attentif de cet affrontement sans parole. La disquette. Je sais pas. Nicolas. Je sais pas. Julie. Non, je sais pas. Je sais pas où ils sont. Je ne supporte plus que les gens meurent. Le voyageur de commerce, la Noire, entre. Traverse la salle de théâtre et se dirige vers Hal. Ses souliers en clé s'arrêtent devant elle. Alexandra recule. Et abandonne la Noire à André. Elle est très inquiète. Très inquiète pour la Noire. Hal se dirige vers la sortie et s'arrête devant le gardien. D'un ton pressé, d'enfant gâté et mécontent. Il ne faut pas laisser entrer n'importe qui au théâtre. Et elle sort dans la rue. Le gardien sort derrière elle et ferme les portes du théâtre avec une barre en fer, comme s'il fermait le théâtre contre le metteur en scène. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas un diplôme sans l'avoir mérité. Et vous n'avez donc jamais fait ce qui vous tient à cœur? Je n'ai pas le droit de toucher aux astéroïdes comme je veux. Ils se trouvent entre Mars et Jupiter. Et si on les analyse, mon thème de doctorat. Tout est clair, tout est résolu d'avance. Et ça ne fait perdre du temps à aucun de mes profs.
C'est ennuyeux. La science d'André. Ne soyez pas aussi désolé, Nicolas. À travers les rues, toutes étroites, Nicolas et Julie marchent vers le théâtre. Pendant tout le trajet, un couple les suit lentement. André et la femme de Côte d'Ivoire sont témoins de loin de leur amitié naissante. André et la Noire continuent de marcher. Ils se regardent de temps en temps et ils ne se disent rien. La Noire s'arrête à l'ombre du mur, dans le tunnel étroit qui mène vers le verger, pour demander Le bateau n'arrivera donc jamais? Mais si, mais... Quand les élèves seront tous morts. Avant que je parte, un garçon s'est évanoui. Et pour la première fois, le docteur n'a pas pu le ranimer. Le vent chaud du Sahel délabre tous les jours et toutes les nuits les murs de la centrale atomique. Sans un peu d'air froid et sans les pompes à eau, on est fini. André, j'ai l'impression que c'est un complot mondial. Personne ne veut nous vendre du plutonium. Tous les gouvernements disent oui, mais le seul bateau qui vraiment est parti d'un Havre, c'est votre Concorde. Et pendant que nous, la terre, les bêtes, tout craque, rien n'accoste. Où est ce bateau? Le monde entier veut donc qu'on crève. Ça marche, l'industrie du diamant en Afrique. Vous pouvez au moins vendre. Comment veux-tu faire marcher des mines sans électricité? Rien n'est resté de mon pays. Dis, ami,
Te souviens-tu? Les nuits de nos rêves à Paris. Tout ce que j'ai rêvé, que j'ai voulu. Nous l'avons fait. Pourquoi nous dessèche-t-on maintenant? On gêne l'équilibre mondial des forces économiques, n'est-ce pas? Et nous alors? Nous n'avons pas le droit de vivre comme vous vivez ici, heureux? T'es folle. Comment peux-tu tirer une théorie aussi compliquée du simple retard d'un bateau? Ça n'est pas que ça. Pour la première fois, je suis sûre, je sais, je sens, avec ma peau, que ça ne dépend pas de moi, de mon gouvernement, de mon administration, ni de celle des autres pays. Tout se passe au-dessus. Tout se passe comme Dieu l'a voulu. Non, ça se situe plus haut que Dieu. Dieu peut s'aider, pas eux. Dieu, jamais. Le nôtre aussi, André. Une bonne danse et la communication est rétablie. D'ailleurs, on l'a faite déjà. Vous lui avez demandé qu'il pleuve? Non. De faire que le bateau arrive. Mais il n'est jamais arrivé. Aucun arrangement. Aucune communication n'est possible. Avec eux. Qui eux? Adieu. Monsieur. Je t'en ai trop dit. De toute façon. Nicolas et Julie rentrent dans le théâtre. Arrivée devant, Julie se précipite et donne la monnaie au vieux Mistral qui, fidèle à son poste, se gratte devant l'entrée principale du théâtre. Nicolas plisse les yeux, fronce les sourcils. Il se demande où il a pu voir ce visage de clochard. Sur la scène, Nicolas, l'assistant de Halle, règle les lumières. Julie lui sert de cobaye.
Julie? Passez côté cour. Au fond. J'aime tellement cette lumière blanche et forte. Dans les tableaux du Moyen-Âge, elle est plutôt jaune et verte. Une lumière, comme sur la lune. Lumière de fin du monde, sans trace de civilisation, ni de vie. Couchez-vous par terre. C'est pour les ombres. Les 3 mousquetaires ont dû être très heureux. Toi et tes amis, dans le temps. Non, pas comme ça. Comme ça. Il s'allonge au milieu de la scène. On devine, sous ses lunettes, ses yeux, largement ouverts dans la lumière. C'était la pleine lune de septembre, la nuit dernière. Hier, avant de m'endormir, j'ai demandé à la lune ce qu'elle pensait de nous. La Lune est chimiquement morte. Io, le satellite de Jupiter, vit. La lune m'a dit qu'un jour, elle avait perdu son atmosphère. Au profit de qui? Elle ne m'a pas dit. Comment tu fais? En te couchant, tu poses ta question. Et pendant que tu dors, elle te répond. Comment le fait-elle? Sous sa forme habituelle de lune? Et sa voix, elle est masculine ou féminine? Comment répond une lune à une question d'homme? Moi, je n'ai jamais pu faire parler les astéroïdes. Premièrement, ils sont loin, beaucoup plus loin que la Lune. Deuxièmement, ils sont pour le système solaire ce que sont les poissons pour nous, loin derrière notre évolution. La Lune est une vieille femme qui sait tout, qui a tout vu. Où? Une jeune femme qui naît en sachant tout. Je suis comme une mouche attrapée dans la toile de l'araignée lumière. Depuis longtemps, il n'y a plus de mouches. Nulle part. Et les toiles d'araignée sont très fragiles. Épaisses. Je rêve
Certaines nuits, j'entends le bzzz d'une mouche. Mais c'est le réfrigérateur. J'ai oublié l'image de la mouche. Comment est-elle? Avec une tête qui tourne sur un pivot. Et avec ses petites mains, elle se lave. Tout le temps. J'ai vu ça. Dans un film. Comme ça. Que tu le fais bien. Julie glisse vers Nicolas, se penche sur lui, lève les mains. Si l'on doit, attire sa tête vers ses lèvres. Mais les lèvres de Nicolas sont inaccessibles pour Julie. Julie ne bouge plus. Al dit avec des mots qui tombent sur la scène comme des pierres. Je déteste les acteurs officiels, lâches, prêts à te trahir, faux quand ils parlent sur scène, faux quand ils viennent dans mon bureau. Je ne suis qu'un outil pour les promouvoir et leur donner du pain pour qu'ils puissent promener leur crâne vide partout avec de self-esteem. Le théâtre se remplit de bruit. Devant la rampe, les acteurs applaudissent la scène. Ils viennent pour la représentation de ce soir. Nicolas se soulève du sol rapide comme un coup de vent. Maxime, coupe les lumières. Dans le noir, le plus complet, Alexandra dit au comédien: L'essai était très bon. Les lumières seront parfaites ce soir. J'ai trouvé la faille. Alexandra pousse devant elle Julie. Nicolas vient avec. Nicolas croise Stéphania et lui passe la disquette. Il rentre dans le bureau d'Alexandra. Julie, tu veux faire autre chose? Travailler dans un laboratoire. Habillée en reine, pour la première, Nada entre dans le bureau d'Al. Décidée, dure, elle dit aux deux, à Nicolas et à Julie: Al, l'écoute. Non, il faut qu'elle parte. Et toi, il faut que tu partes avec elle.
10 ans de contamination. Ça suffit, maintenant. Il faut que tu partes. Nicolas. Nicolas devient tout d'un coup capricieux. Et il demande, naïvement. Pourquoi? Je ne vous plais plus? Nada ramasse toutes ses forces. Et comme une folle, répète. Il faut que tu partes avec cette petite, avec Julie. Tu l'aimes. Elle t'aime. Et vous partez. Et j'explique tout. Je prends tout. Sur moi. Devant l'impassibilité de Nicolas, ses larmes commencent à couler. C'est trop dangereux. Nicolas. Barrez-vous. Barrez-vous. Enfin. Elle regarde avec méfiance les murs. Et brusquement, se tait. Ne va pas. Cette première. Il faut absolument que tu y ailles. Pour qu'on comprenne enfin ce qui se passe. La noire sourit et met son signe de noirceur sur le front. Son frère l'enlève, l'écrase entre ses doigts. L'ami les regarde.
Nada se voit en reine sur la scène dire à monsieur le chancelier: en fait, André. Que désirez-vous, monsieur? Demande Anne d'Autriche, assise dans son fauteuil, entourée de ses femmes, assises sur leurs coussins et leurs tabourets, d'un ton de suprême hauteur. Dans quel but vous présentez-vous ici? Pour y faire, au nom du roi, madame, et sauf tout le respect que j'ai l'honneur de devoir à votre majesté, une perquisition exacte dans vos papiers. Comment, monsieur? Une perquisition? Dans mes papiers? À moi? Mais voilà une chose indigne. Veuillez me le pardonner, madame. Mais dans cette circonstance, je ne suis que l'instrument dont le roi se sert. Sa Majesté ne sort-elle pas d'ici? Ne vous a-t-elle pas invité elle-même à vous préparer à cette visite? Fouillez donc, monsieur. Je suis une criminelle, à ce qu'il paraît. Stéphane, donnez les clés de mes tables et de mes secrétaires. Le chancelier fait pour la forme une visite dans les meubles. Mais il sait bien que ce n'est pas dans un meuble que la reine a caché la lettre importante. En fait, la disquette qu'elle a écrite dans la journée. Les yeux d'Al surveillent la répétition. Le chancelier, André, s'avance vers Anne d'Autriche et d'un ton très perplexe et d'un air fort embarrassé. Et maintenant, il me reste à faire la perquisition principale. Laquelle? Sa Majesté, le roi, est certaine qu'une lettre a été écrite par vous dans la journée. Elle sait que cette lettre n'a pas encore été envoyée à son adresse. Cette lettre ne se trouve ni dans votre table, ni dans votre secrétaire. Et cependant, cette lettre est quelque part. Osez-vous porter la main sur votre reine? Je suis un fidèle sujet du roi, madame. Et tout ce que Sa Majesté ordonnera, je le ferai. Eh bien, c'est vrai. J'ai écrit une lettre aujourd'hui. Cette lettre n'est point partie. La lettre est là. Alors, donnez-moi cette lettre, madame. Mais je ne la donnerai qu'au roi, monsieur. Si le roi voulait que cette lettre lui soit remise, il vous l'aurait demandé lui-même, madame. Et je vous le répète, c'est moi qui l'a chargé de vous la réclamer. Et si vous ne la rendiez pas, eh bien, c'est encore moi qui l'a chargé de vous la prendre. Comment? Que voulez-vous dire? Que mes ordres vont loin, madame, et que je suis autorisé à chercher le papier suspect sur la personne même de votre majesté. Quelle horreur! Veuillez donc, madame, agir plus facilement. Cette conduite est d'une violence infâme, savez-vous cela, monsieur? Le roi commande, madame. Arrête. Excusez-moi. Arrête, André. Arrête. Je ne souffrirai pas. Non. Non. Plutôt mourir. S'écrie la reine, chez laquelle se révolte le sang impérieux de l'espagnole et de l'autrichienne. Nada a très peur des gants noirs de Péter qui provoquent dans son corps femme de telles souffrances. Ce n'est plus les 3 mousquetaires, ça, André. Et puis je suis là. Je ne suis pas partie. André. Après cet incident, la répétition continue. Le chancelier fait une profonde révérence.
et avec l'intention bien patente de ne pas reculer d'une semelle dans l'accomplissement de la mission dont il est chargé. Et comme le ferait un valet de bourreau dans la chambre de la question, il s'approche d'Anne d'Autriche, Nada, des yeux de laquelle on voit à l'instant même surgir des pleurs de rage. Cette scène se passe comme un éclair dans la tête de Nada. Et pendant cette seconde de silence, une colère sauvage monte en hale. Elle va maintenant vers l'actrice et la secoue très fort. Comme des fers, ses doigts rentrent dans l'avant-bras de Nada. Tu veux que je parte? Tu es prête à me laisser partir n'importe où pour me sauver. Mais j'aime ces murs, même truffés de micros et bourrés de caméras. J'aime, c'est beau, le pouvoir sur vous. Surtout, attends un peu. Une grimace dure la secoue. J'aime être au milieu, ici, avoir tout pour travailler. Al va vers les murs, se met dos au mur, sent avec tout son corps ce mur, colle ses mains dessus. J'aime mon théâtre. J'aime. Regarde jusqu'au mégot dans les toilettes. Je les regarde et je me dis, mon théâtre vit. C'est si beau aujourd'hui et c'est si rare. Je ne partirai jamais. Julie lui donne un coup de main. C'est au Moyen-Âge, ou vers l'an 1980, qu'on partait. On voyageait. Aujourd'hui, j'ai entendu à midi qu'on a supprimé le dernier avion qu'il y ait, l'Europe à l'Amérique. Ne reste en service que les avions cargo. Et ceux des services gouvernementaux. Personne n'ose bouger depuis que chaque région a sa maladie. Et il ne faut pas les mélanger.
Voyager, c'est attraper toutes les maladies à la fois. La seule chose qui, de pays en pays et d'endroit en endroit, reste la même. C'est la bombe à neutrons! Nous sommes pratiquement une des régions les plus privilégiées. Le seul fléau, c'est la drogue. Et en plus, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Elle va mieux. Maintenant. Mais il ne faut pas la laisser dormir. Brusquement, Julie n'a plus d'air. Sous ses yeux, la terre vacille. Au même moment, Nada retire de derrière un paravent une jeune fille complètement enveloppée d'un épais nuage de marijuana. Al, il y a déjà une foule dehors pour ta première. Dépeuplé, repeuplé, des régions entières, comme ils veulent. Mais à partir de quel âge? Alexandra, regarde. Il nous sourit comme un enfant. C'est un chimiste qui travaille à Berlin. Ils ont eu un virus là-bas. Il n'a aucun poil sur la peau. Il est lisse comme un verre. Ce n'est pas grave, tu sais. Ce n'est pas habituel. C'est pas joli, mais c'est inexplicable. Bon. Mais Avignon, c'est un bon endroit. Il paraît que les papes, au Moyen-Âge, venaient ici se réfugier pour se protéger de la peste.
Il y a trop de pestes différentes aujourd'hui. Allons-y. Ce qui ne va pas avec cette méthode d'enregistrement, c'est qu'il faut que je vienne à chaque fois jusqu'à ton ordinateur. Dans un beau coucher de soleil, nous marchons, Julie et moi, autour de l'enceinte d'Avignon. Le vieux pont, les bords du fleuve, toute place libre et couverte de tentes. Les cloches battent 22 heures, mais la chaleur est accablante. Les vêtements des femmes et des hommes sont très fins, et on voit des formations étranges sur leur corps. Chacun des groupes a les siennes. Ce sont surtout des jeunes filles et des jeunes garçons. Tous sont comme dans un étourdissement général. Faut-il être malade en permanence? Pour être honnête, le corps oublie si vite. Et les survivants encore plus vite. Il me faut du désordre. Quand c'est trop rangé, je ne fais plus rien. Je m'occupe de mettre plus d'ordre encore. Que tout soit bien propre, que tout soit bien rangé. C'est horrible. Toute mon énergie de serviteur de l'État s'en va à des tâches inutiles. Pour ceux dont il faudrait vraiment s'occuper. Mais je ne suis pas fatiguée. On vit dans des images non identifiées. Qui? Quoi? Pourquoi? Sans langue. Sans parole, vraiment.
Comme si l'on était mort. Il y a 300 ans. Et que l'on nous découvrait aujourd'hui. À la manière de la civilisation maya. Comme des appelés dans l'ombre, rejetés par la mer. Je suis figée. Il ne restera rien de nous. Comme si l'on n'avait jamais vécu. Mais je ne suis jamais fatiguée. On stocke tellement d'images inutiles, sans mémoire, aucune. Des images vides. Sur la pelouse, Jean et Jeanne, joue contre joue, épaule contre épaule, fixent du regard un petit objet noir devant eux. Nous passons si près de l'objet noir que Jean et Jeanne lèvent les têtes qui se séparent. Julie s'aperçoit que du côté où ils étaient collés, l'un à l'autre, leur visage n'existe pas. Une peau desséchée, pâle et fripée, couvre le crâne, les pommettes, les dents, la mâchoire, les os.
Un garçon veut me donner l'objet noir qu'il regarde. Mais le bras qu'il tend est de 30 cm, plus court que l'autre. J'ai le mien, mais je m'en sers très rarement. On a évité une nouvelle guerre nucléaire. Cette fois-ci, au Pendjab. Pourquoi? Tu dis une nouvelle guerre nucléaire? Il n'y a jamais eu de guerre nucléaire. Oui. Heureusement, il y a eu simplement une épidémie de perte de vue de l'œil droit là-bas. Je crois. Et à toi? Comment ça t'est arrivé? Ce n'est rien. J'ai simplement eu un petit raccourcissement de la main gauche. 30 cm, ce n'est rien. J'en ai vu d'autres. Ils n'en avaient plus du tout. Dans ma région, l'épidémie a frappé les extrémités. Et toujours la main gauche. Mais sinon, Mira, je suis très fort.